Sobibor était l'un des 3 centres d'extermination créés par les nazis dans le cadre de l'opération Reinhard. Bien qu'il ait été le moins étudié pendant des décennies, les données disponibles confirment que son seul but était d'éliminer des êtres humains. Quelque 170 000 personnes y furent assassinées en seulement 18 mois. Les autorités allemandes tentèrent de le rayer de la carte et d'effacer toute trace de ce qui s'y était passé. Pendant de nombreuses années, son histoire est restée obscure. Ni les structures, ni les nombreux documents n'ont survécu. Cependant, au fil du temps, des témoins, des fragments d'archives et des artefacts ont émergé, contribuant à reconstituer les événements. Comment un camp d'extermination créé uniquement pour tuer a-t-il réellement fonctionné et pourquoi presque personne n'a su ce qui s'y est passé pendant des décennies? Le travail secret qui a préparé le camp d'extermination. Camp d'extermination de Sobibor fut choisi par Richard Tomala, chef de chantier SS, fort de son expérience dans des projets antérieurs. Le site se trouvait dans une zone boisée près du village du même nom, dans la région de Lublin, à l'est de la Pologne. Isolé, peu peuplé et bien desservi par le chemin de fer, il était facile de préserver le secret des événements. Tomala fut chargé de la planification et de la coordination des travaux dès le début. À son arrivée en mars 1942, il trouva une zone inexploitée. Des arbres furent abattus et la zone où seraient plus tard installés les locaux du camp fut nivelée. Des ouvriers juifs, venus des ghettos voisins, notamment de Siedlce, furent employés pour cette tâche. Nombre d'entre eux étaient des artisans, des manœuvres ou des travailleurs forcés qui ignoraient le véritable objectif du projet. Les travaux commencèrent sous surveillance armée. Les ouvriers creusèrent des tranchées, érigèrent des clôtures en bois et en fil de fer barbelé et préparèrent les fondations des premiers bâtiments. La plupart des structures étaient faites de matériaux simples, comme le bois et la tôle. Les outils étaient rudimentaires et le rythme de travail était soutenu, sous la supervision directe des SS et des auxiliaires ukrainiens. Le temps n'était pas favorable. Les pluies printanières transformèrent le sol en bourbier, ce qui retarda les travaux. Malgré cela, les travaux progressèrent rapidement, l'ordre étant donné que le camp devait être achevé au plus vite. Des casernes, des bureaux, des entrepôts et d'autres espaces nécessaires à l'opération furent construits. Tout était aménagé de manière fonctionnelle, même si des éléments clés, comme les chambres à gaz, manquaient encore. Tomala a appliqué ce qu'il avait appris à Belzec pour éviter les erreurs. Par exemple, il a planifié dès le départ une voie ferrée interne permettant aux trains d'entrer directement dans le camp. Cela éviterait les retards et permettrait au transport d'éviter les arrêts aux gares extérieures. Il a également pensé aux points d'accès internes, aux voies de circulation et aux zones de séparation entre les différentes parties du complexe. L'une des premières tâches consista à camoufler la construction afin qu'elle passe inaperçue de l'extérieur. Des branches, de la terre et de la végétation furent utilisées pour couvrir certaines zones et l'utilisation d'engins lourds fut limitée. L'objectif était que tout observateur extérieur ne voit que des arbres et des terrains vagues. L'approche de la population locale était interdite et des restrictions de circulation furent imposées aux alentours. La gare fut légèrement modifiée pour remplir sa fonction au sein du camp. Un petit quai fut construit et les voies furent adaptées pour faciliter l'accès des voitures. Cette infrastructure fut intégrée au reste du réseau ferroviaire de la région, facilitant ainsi les transferts depuis les différents ghettos ou centres de concentration. Afin de séparer les différentes fonctions du camp, le terrain fut divisé en plusieurs zones. Bien que tous les éléments ne soient pas encore installés, des secteurs distincts pour le personnel SS, les travailleurs prisonniers et les zones d'extermination étaient déjà prévus. Cette organisation serait essentielle au maintien de l'ordre et du contrôle une fois le camp opérationnel. Les ouvriers juifs qui participaient au projet étaient constamment menacés. Certains étaient remplacés au bout de quelques jours seulement. D'autres étaient tués à la fin. Il n'y avait aucune garantie, et même si, dans certains cas, on leur promettait un meilleur traitement ou des rations alimentaires, en pratique, leurs conditions de vie ne différaient pas de celles des autres prisonniers. Les installations de base du camp furent prêtes en quelques semaines seulement. Les toits, les portes, les clôtures et les tours de guet furent assemblés selon un plan préétabli. Il n'y eut aucune improvisation. Chaque structure avait une fonction précise: hébergement, contrôle, surveillance, stockage. Les installations n'étaient pas encore utilisées, mais tout laissait présager leur mise en service prochaine.
Des tests furent effectués avec de petits convois afin de vérifier le fonctionnement de la voie intérieure. Ces essais permirent d'affiner le système d'entrée, le stationnement, le déchargement des wagons et la gestion des flux de personnes. Les essais furent concluants. Les SS confirmèrent leur capacité à gérer des transports importants sans assistance extérieure ni retard visible. Tomala considéra sa tâche comme achevée une fois le fonctionnement de base du complexe vérifié. Il laissa la responsabilité du chantier à Franz Stangl, un officier autrichien ayant participé à de précédents programmes d'élimination comme le T4. Avec son arrivée, l'accent passa de la construction au perfectionnement du mécanisme d'extermination. Dès lors, les travaux se concentrèrent sur les derniers détails. Les zones clés furent achevées, l'accès amélioré, les flux internes définis et les zones sensibles bouclées. L'objectif était que tout soit prêt pour un fonctionnement continu sans aucune marge d'erreur. L'infrastructure physique était déjà achevée, il ne restait plus qu'à la mettre en service. Les 3 zones de la campagne, le travail, la tromperie et la mort. Camp de Sobibor était divisé en 3 zones principales, chacune formant des unités distinctes mais interconnectées. Chacune de ces zones avait sa propre fonction au sein du camp et était entourée de clôtures en bois et de barbelés. Des barrières visuelles, telles que des clôtures recouvertes de branches, empêchaient également une section de voir ce qui se passait dans une autre. La première zone, appelée Camp 1, était située près de l'entrée principale. Elle abritait les prisonniers sélectionnés pour le travail. Ces hommes et femmes effectuaient des tâches telles que le nettoyage, l'entretien, le tri des effets personnels et le soutien logistique. Les baraquements étaient simples, en bois et sans isolation. Cette zone abritait également la cuisine, le stockage des vêtements et les ateliers, où étaient réparés les objets ou fabriqués les outils nécessaires aux travaux internes. L'accès au camp Prugne était restreint. Seuls les prisonniers munis d'une autorisation ou accompagnés de gardes y étaient admis. Les SS disposaient également d'installations dans cette zone, leur propre réfectoire, des bureaux de commandement et des chambres individuelles. Les auxiliaires ukrainiens, quant à eux, dormaient dans des baraquements séparés, plus rudimentaires, à l'écart du bâtiment principal. À côté du camp 1 se trouvait la zone de déchargement, la partie du camp où arrivaient les trains chargés de déportés. Un quai improvisé, construit près des voies ferrées, permettait aux nouveaux arrivants de débarquer et de former des files. De là, ils étaient dirigés vers ce qu'on appelait la zone de transit. Cette zone servait de zone d'attente, donnant la fausse impression d'être dans une gare ou un lieu d'enregistrement. Les trains arrivaient directement à l'intérieur du camp grâce à une voie secondaire construite à cet effet. Cette ligne rejoignait la gare locale de Sobibor, qui rejoignait à son tour le réseau ferroviaire régional. Le dernier tronçon permettait aux wagons de s'arrêter juste au point de débarquement, évitant ainsi tout contact visuel avec l'extérieur. Cela limitait également les risques d'évasion ou de panique parmi les prisonniers. Face au camp 1 se trouvait le camp 2. Cette zone était le cœur logistique du camp. C'est là que les biens confisqués aux victimes étaient triés. Vêtements, bijoux, documents, ustensiles, nourriture, argent et autres objets étaient collectés et stockés. Il y avait des baraquements spéciaux où des ouvriers juifs triaient et emballaient chaque objet selon les instructions des SS. Une partie du butin était envoyée directement en Allemagne, tandis que l'autre était recyclé au sein du camp. Le camp 2 abritait également un petit bureau de poste et une pièce où des lettres prétendument écrites par des prisonniers étaient falsifiées pour être envoyées à leurs familles, dans le cadre d'une tromperie systématique. Ces textes, dictés ou rédigés sous la contrainte, servaient de propagande pour convaincre les destinataires que leurs proches étaient sains et saufs. Entre le camp 2 et la partie la plus secrète du complexe se trouvait un long couloir incurvé appelé le tube. Ce couloir était un chemin clôturé, recouvert de branches et de planches des 2 côtés, qui empêchait les gens de voir à l'extérieur ou de s'échapper. Son but était de transporter les victimes de la zone d'arrivée aux chambres à gaz sans qu'elles sachent ce qui se passait. Le tube ne comportait ni virage ni bifurcation. Une fois entré, il était impossible de revenir en arrière. Au bout du tube se trouvait le camp 3, la partie la plus restreinte et la plus meurtrière du complexe. Seuls les SS et les Sonderkommando y étaient autorisés. Même les gardes ukrainiens évitaient cette zone. Le camp 3 était entièrement clos et surveillé. Il abritait les chambres à gaz, les fosses communes et, plus tard, des crématoires improvisés. Les chambres à gaz étaient des structures simples et rustiques,
faites de matériaux courants comme le bois et la brique. De l'extérieur, elles étaient indiscernables d'un hangar ordinaire. Leur intérieur était divisé en petites pièces où les victimes étaient entassées. Un tuyau au plafond était relié à un moteur qui injectait du monoxyde de carbone, produit par un moteur de char reconverti. Ce gaz provoquait la mort par asphyxie en quelques minutes. À côté des chambres se trouvaient les baraquements du Sonderkommando, le groupe de prisonniers contraints d'accomplir des tâches au sein du camp 3. Leur travail consistait notamment à retirer les corps, à rechercher des objets de valeur cachés et à les transporter jusqu'aux fosses communes. Ces hommes savaient que leur sort était le même, mais différé. Ils vivaient isolés, sans contact avec les autres prisonniers du camp. Les fosses étaient creusées à l'avance par des machines apportées à cet effet. Elles étaient profondes et larges, prêtes à accueillir des milliers de corps. Au début, les corps étaient simplement enterrés, mais plus tard, pour des raisons d'hygiène et de dissimulation, il fut décidé de les incinérer. À cet effet, des grilles faites de rails, de trains et de bois de chauffage étaient placées au-dessus des tranchées. Les corps étaient empilés et incendiés par roulement. Le camp 3 était conçu de manière à ce que personne ne puisse voir ce qui s'y passait. Les clôtures étaient couvertes, les voies isolées, et les travailleurs qui empruntaient le tube le faisaient sans savoir où ils allaient. Il n'y avait ni signes ni bruits apparents. Tout se déroulait de manière contrôlée et silencieuse, afin d'éviter toute réaction collective susceptible de compliquer le processus. Outre ces 3 zones principales, le camp disposait d'autres installations plus petites, disséminées un peu partout. Il y avait un bureau d'enregistrement, une cellule disciplinaire, des entrepôts, des guérites et de petits jardins artificiels destinés à maintenir une apparence ordonnée. Tout était agencé de manière fonctionnelle. L'objectif était de garantir que les opérations puissent être menées sans interruption et avec le moins de contact possible entre les différentes unités. Le périmètre du camp était entouré de plusieurs lignes de défense. La plus éloignée était une clôture de barbelés, suivie d'un fossé et d'une rangée de poteaux. Des mines enterrées étaient placées à certains endroits pour empêcher les tentatives d'évasion. Des miradors offraient également une visibilité totale sur les voies intérieures. De là, des gardes armés pouvaient tirer sur toute personne soupçonnée de sortir de leur zone assignée. Chaque partie du camp avait sa propre routine, mais toutes étaient reliées par un système fonctionnant comme une chaîne. De l'arrivée des trains, en passant par le métro, jusqu'à l'élimination dans les chambres et la manipulation des corps, tout suivait un cycle quotidien. Il n'y avait aucune interruption. Les SS recherchaient une efficacité maximale avec un minimum de dépenses et sans laisser de traces. Les travailleurs forcés, opérant dans les camps 1 et 2, savaient qu'il existait une zone interdite au-delà du métro, mais ils en ignoraient les détails. Certains la pressentaient. D'autres préféraient ne pas poser de questions. Les SS maintenaient le secret par des menaces constantes et des punitions immédiates. Tout était conçu pour déshumaniser et contrôler. L'organisation du camp, avec sa répartition précise des tâches et des espaces, était le fruit d'une planification rigoureuse et pragmatique. Il ne s'agissait pas d'un site improvisé, mais d'une installation conçue pour atteindre un objectif précis, éliminer des milliers de personnes sans bruit, sans preuve, et sans possibilité de résistance. L'arrivée. Les trains transportant les déportés vers Sobibor arrivaient directement sur la voie intérieure du camp. Le voyage pouvait durer des heures, voire des jours, dans des wagons fermés, sans ventilation ni espace pour bouger. Les passagers étaient entassés comme des marchandises. Certains mouraient en cours de route, faute d'oxygène, d'eau ou de chaleur extrême. Ni la destination ni la durée du voyage n'étaient communiquées. La plupart ignoraient où ils allaient, ni pourquoi. À leur arrivée, les trains s'arrêtèrent sur le quai, à l'intérieur du camp. Les gardes crièrent des ordres, les portes étaient ouvertes et les gens étaient obligés de descendre rapidement. On n'avait pas le temps de poser des questions. Ceux qui ne pouvaient pas bouger étaient traînés dehors ou abandonnés. Les chiens aboyaient, les fouets sifflaient et les soldats ukrainiens surveillaient chacun de leurs pas. Les nouveaux arrivants étaient alignés par groupes. On leur demandait de laisser leurs affaires empilées par terre. On leur promettait qu'ils seraient récupérés plus tard. Un SS ou un traducteur juif expliquait qu'ils étaient dans un camp de transit et qu'ils seraient envoyés vers de nouveaux chantiers. Ce mensonge faisait partie du système visant à maintenir le calme. En réalité, la plupart étaient tués en quelques heures. Hommes et femmes furent séparés. Une recherche rapide fut également menée pour identifier les personnes exerçant un métier utile,
comme tailleurs, charpentiers, cordonniers ou médecins. Ces quelques personnes furent mises de côté et affectées temporairement au groupe de travail. Les autres furent envoyés directement par le métro vers la zone d'extermination. Les enfants, les personnes âgées et les malades n'avaient aucune chance d'être sélectionnés. Le processus était conçu pour être rapide et fluide. Une fois un train déchargé, le suivant était déjà en route. La gare était toujours vide. Le personnel travaillait sans relâche pour suivre le rythme. Les S7 surveillaient les temps et corrigèrent les retards. Des sanctions étaient infligées en cas d'imprévu. Les effets personnels abandonnés étaient récupérés par des prisonniers sélectionnés. Vêtements, valises, nourriture, argent et documents étaient acheminés vers les entrepôts de tri. Rien n'était perdu, tout était enregistré et séparé. Certains effets personnels étaient conservés comme preuve ou comme butin, selon leur valeur. L'efficacité était absolue. Les gardes conservaient une partie de l'argent ou des objets de valeur, tandis que le reste était emballé pour être expédié en Allemagne. Les nouveaux arrivants, en descendant du train, découvraient un environnement qui ne semblait pas particulièrement menaçant. Il y avait des arbres tout autour, des bâtiments en bois, un quai propre et des gens en uniforme donnant des ordres. Le panneau de la gare indiquait « Sobibor », comme s'il s'agissait d'une simple halte rurale. Cette première image atténuait les soupçons. Les cris excessifs ou la violence visible ont été évités, du moins dans les premières minutes. Les hommes et les femmes furent ensuite conduits séparément. On annonça aux femmes qu'elles allèrent prendre une douche et qu'elles devaient se déshabiller pour se désinfecter. Des bancs furent installés pour qu'elles puissent s'asseoir et on leur distribua de fausses serviettes. Tout fut mis en œuvre pour maintenir l'illusion de la normalité jusqu'au dernier moment. La même procédure était appliquée aux hommes s'ils n'étaient pas sélectionnés pour travailler. Une fois à l'intérieur du tube, l'atmosphère changea. Ce couloir étroit et couvert créait un sentiment d'enfermement. Il n'y avait ni fenêtre ni issue. Les cris diminuèrent. Le silence était forcé. Certains commencèrent à soupçonner, mais il était trop tard. La marche continua, encouragée par les gardes. Les gens marchaient en file indienne, ignorant que les chambres à gaz se trouvaient au bout du chemin. Ceux qui étaient sélectionnés pour le travail ne recevaient guère de meilleur traitement. Ils étaient séparés et emmenés au camp 1, où ils dormaient dans des baraquements sans chauffage et insalubres. On leur assignait des tâches selon les besoins. Trier des objets, nettoyer, cuisiner, entretenir ou aider dans les zones d'extermination. Leur espérance de vie était plus longue mais incertaine. Nombre d'entre eux étaient remplacés après quelques jours ou semaines, tués en secret et remplacés par de nouveaux. Certains trains arrivaient avec des personnes informées, qui se doutaient de ce qui allait se passer. Cela créait des tensions. Il y avait des cris, des hurlements, voire de la résistance. Dans ces cas, les gardes répondaient par une violence immédiate. Des coups de feu étaient tirés sans sommation. On utilisait des fouets et des crosses de fusil. Le calme devait être maintenu à tout prix. Les SS ne permettèrent pas que le procès soit perturbé par des crises émotionnelles ou des troubles. Il y a eu des cas où des personnes ont tenté de fuir après être descendues du train. Elles ont été poursuivies, battues ou abattues. D'autres se sont évanouies, ont refusé de bouger ou ont été paralysées par la peur. Tout cela était prévu. Les gardes avaient des instructions claires sur la marche à suivre. Rien ne pouvait arrêter le flux du système. Chaque étape était calculée. La gare où l'arrivée avait eu lieu était factice, mais efficace. Parmi les éléments trompeurs figuraient des panneaux, des horloges, des murs peints et même du personnel se faisant passer pour des employés de train. L'illusion temporaire d'un simple arrêt, d'une formalité, était créée. Ce moyen fut utilisé jusqu'au dernier moment pour éviter les émeutes ou le chaos. Les trains arrivaient de différentes régions de Pologne et d'autres pays occupés. Il s'agissait parfois de grands convois, composés de dizaines de wagons, d'autres fois de convois plus petits. La fréquence dépendait des décisions du commandement central et de la capacité du camp à ce moment-là. Une logistique était toujours en place pour les accueillir. L'ensemble du processus d'arrivée, de séparation, de classification et de transfert s'effectuait en quelques heures. Aucun retard n'était toléré. Une fois terminé, le camp était nettoyé, les baraquements rangés, les affaires rangées et le train suivant attendu. C'était une routine répétitive, impersonnelle et parfaitement synchronisée. La farce mortelle des chambres à gaz. Les chambres à gaz étaient au cœur du système d'extermination de Sobibor.
Leur construction commença peu après l'achèvement des structures de base du camp. Elles étaient conçues pour tuer de grands groupes en peu de temps, sans laisser de place à la résistance. Leur apparence extérieure était ordinaire, semblable à celle d'un hangar ou d'un entrepôt rural, ce qui contribua à maintenir la supercherie jusqu'au bout. Initialement, 3 petites chambres à gaz furent érigées, côte à côte, avec une salle d'accès commune. Le bâtiment était construit avec des matériaux simples, murs en bois, toit en tôle inclinée, sans aucun signe extérieur indiquant sa destination. À l'intérieur, il s'agissait d'espaces clos dotés d'une porte étanche et d'une fente reliée au système de gaz. Il ne possédait ni fenêtre ni ouverture. Le gaz utilisé était du monoxyde de carbone, généré par le moteur d'un char soviétique capturé. Ce moteur fonctionnait à l'extérieur du bâtiment et ces gaz étaient acheminés par des tuyaux vers les chambres. Le procédé était rudimentaire mais efficace. En quelques minutes, tous les détenus mouraient d'asphyxie. Des techniciens s'assurèrent que le moteur fonctionnait avant de remplir la pièce. Les prisonniers travaillant au camp 3, sous la supervision directe des SS, étaient chargés de faire fonctionner le système. Ils ouvraient et fermèrent les portes, supervisaient l'entrée et retiraient ensuite les corps. Ils n'avaient pas le choix. Toute désobéissance signifiait une mort immédiate. Ils vivaient isolés, sans contact avec le monde extérieur et sans espoir de survie. Le groupe chargé de faire fonctionner le moteur et de contrôler le gaz était soigneusement sélectionné. Ils recevaient une brève formation, puis étaient contraints de répéter la tâche quotidiennement. Le bruit du moteur était audible depuis l'intérieur du camp. Mais comme tout était si bien séparé, les nouveaux arrivants ne l'associaient jamais à une menace mortelle. Les victimes étaient conduites par groupes dans les chambres après avoir traversé le tube. On leur annonçait qu'elles allaient prendre une douche. Parfois, on leur donnait des serviettes, des savons ou des instructions pour bien étendre leurs vêtements. On leur demandait de se souvenir où elles avaient laissé leurs affaires afin de pouvoir les récupérer plus tard. Cette illusion était maintenue jusqu'à la fermeture de la porte. Une fois à l'intérieur, la pièce était bondée. Les gardes forcèrent l'entrée pour qu'il n'y ait aucun espace vide. Aucune protestation ni aucun retard n'était toléré. Une fois la porte fermée, le gaz fut rapidement introduit. En quelques minutes, des cris, des détonations, puis le silence se firent entendre. L'opérateur du moteur laissa le système allumé un certain temps, jusqu'à ce qu'il soit certain que tout le monde était mort. Membres du Sonderkommando entraient masqués et commençaient à vider la pièce. Ils retiraient les corps et les empilaient dehors, près de la fosse commune ou des grilles d'incinération. Auparavant, ils devaient vérifier chaque corps à la recherche de dents en or, de bijoux cachés ou de documents. Cette tâche était obligatoire. Tout objet trouvé était remis aux officiers SS. L'ensemble du processus, de l'arrivée du groupe au nettoyage final, pouvait prendre 1 à 2 heures. Ensuite, la chambre était aérée, nettoyée et préparée pour le groupe suivant. Certains jours, ce cycle se répétait plus de 10 fois. La machinerie ne s'arrêtait jamais. La mort était constante, organisée et sans marge d'erreur. À un moment donné, les 3 chambres initiales furent jugées insuffisantes. Le nombre de trains augmenta et avec lui, le nombre de personnes arrivant au camp. Les SS décidèrent d'agrandir l'installation. Un nouveau bâtiment fut construit, doté de chambres plus grandes, mieux étanches et plus performantes. Cette nouvelle structure pouvait accueillir jusqu'à 600 personnes à la fois. Le nouveau centre d'extermination fut construit à côté des chambres d'origine, mais il était plus grand et mieux équipé. Ses murs étaient renforcés, ses portes plus robustes et son système de ventilation permettait une ventilation plus rapide entre les groupes. Le nombre de salles fut également augmenté. Il y avait désormais 6 chambres à gaz reliées à un seul moteur qui distribuait le gaz par des conduits métalliques. La conception du bâtiment visait à accélérer le rythme des exécutions. L'entrée était plus large, le couloir d'accès couvert et les goulots d'étranglement éliminés. Les déportés étaient guidés du métro vers une salle d'attente où ils devaient se déshabiller, remettre leurs objets de valeur et attendre les instructions. Tout était mis en œuvre pour éviter la panique. Les SS accordaient une attention particulière au langage corporel et au ton de la voix de ceux qui donnaient les ordres. Si quelqu'un se montrait agressif ou brusque, il était remplacé. L'essentiel était de maintenir le calme parmi les victimes jusqu'au dernier moment. En cas de résistance ou d'hésitation,
Une intervention rapide était entreprise pour isoler l'auteur et accélérer le processus. La salle d'attente simulait un vestiaire. Il y avait des cintres numérotés, des bancs et même un panneau indiquant « toilette ». Tout était factice. Même les plantes et les décorations étaient disposées pour renforcer le mensonge. Les victimes, désorientées par l'environnement, suivaient les instructions sans se douter. La tromperie fonctionnait grâce à la routine et à la pression ambiante. Lorsqu'ils furent conduits dans les chambres, on leur demanda d'y entrer par groupe. Les gardes fermèrent la porte et activèrent le système. Le moteur en marche commença à rejeter du monoxyde de carbone. Il n'y avait ni fenêtre ni ouverture. Le gaz emplissait l'espace. Des décès survinrent par asphyxie, désorientation et arrêt respiratoire. En quelques minutes, tout était terminé. La chaleur à l'intérieur de la chambre, le manque d'oxygène et la surpopulation entraînaient l'empilement des corps, certains dans des positions désespérées. Le Sonderkommando devait y entrer, les séparer et les sortir un par un. C'était un travail épuisant et traumatisant. Les corps étaient traînés, inspectés et transférés dans des fosses ou des fours improvisés. Parfois, les chambres présentaient des pannes techniques. Si le moteur ne démarrait pas ou si les tuyaux présentèrent des problèmes, des méthodes alternatives étaient utilisées, comme l'utilisation directe des gaz d'échappement ou la prolongation de l'enfermement jusqu'à la mort par manque d'air. L'opération n'était pas suspendue. Tout devait continuer, quelles que soient les conditions. La fumée et les odeurs émanant de la zone d'extermination se répandaient dans tout le camp. Bien que l'on ait tenté de les dissimuler avec des barrières végétales, les travailleurs des camps 1 et 2 savaient que quelque chose se tramait au-delà du tube. Certains le sentaient, d'autres ne voulaient rien savoir. Le secret était gardé secret par des menaces, des coups et des exécutions. Le nettoyage des cellules était rapide. On utilisait des seaux d'eau, des balais et des chiffons. Le sol devait être exempt de sang et de débris avant que le groupe suivant puisse être admis. Tout était chronométré. Les SS observaient de l'extérieur et contrôlaient chaque étape du processus. En cas de retard ou d'erreur, ils étaient immédiatement remplacés. Les officiers responsables de cette section du camp étaient généralement choisis pour leur efficacité et leur sang-froid. Ils n'étaient pas improvisés. Ils savaient gérer de grands groupes, manipuler et coordonner les étapes de l'extermination sans interruption. Certains avaient déjà travaillé dans d'autres camps ou sur des programmes d'euthanasie. Le nombre total de personnes assassinées dans ces chambres ne peut être déterminé avec précision, mais on l'estime à plusieurs centaines de milliers. Chaque transport représentait entre 500 et 2000 victimes. Les jours de forte affluence, plusieurs trains étaient éliminés successivement. Il n'existait aucun registre écrit détaillé. Le système ne nécessitait aucune paperasse. Les chambres à gaz étaient le centre de l'horreur à Sobibor. Le camp tout entier tournait autour d'elle, les trains, les travailleurs forcés, le tri des objets, les fausses promesses et le silence constant. Elle marquait l'aboutissement d'un processus soigneusement planifié où chaque détail visait à optimiser l'extermination de masse. Forcés de collaborer avec la mort, voilà à quoi ressemblait la vie dans le Sonderkommando. Le Sonderkommando de Sobibor était composé de prisonniers triés sur le volet, contraints d'accomplir les tâches les plus brutales du camp. Ils vivaient séparés des autres, sous surveillance constante et sans possibilité de refus. Leur travail commençait dès la sortie des corps des chambres à gaz. Ces hommes étaient contraints d'ouvrir les portes des chambres après chaque exécution. L'environnement était étouffant. Les corps étaient empilés, certains enlacés par désespoir. Il fallait du temps pour séparer les corps, lourds et parfois impossibles à déplacer. La chaleur, la puanteur et la pression étaient constantes. Leur mission ne se limitait pas à retirer les corps. Ils devaient aussi les fouiller minutieusement. Ils cherchaient des objets cachés, tels que des bagues, des boucles d'oreilles, des montres ou des dents en or. S'ils trouvaient quelque chose, ils le remettaient au SS. Tout se faisait mécaniquement. Aucun corps ne devait être oublié. Les officiers étaient sur leur garde et exigeaient une diligence. Tout manquement pouvait entraîner une exécution immédiate. Les dents en or étaient retirées à l'aide de pinces spéciales. Si un membre du Sonderkommando hésitait ou résistait, il était tué sur le champ et remplacé. Les outils étaient rudimentaires et le processus pénible à regarder. Tout cela faisait partie du système de déshumanisation.
On attendait des ouvriers qu'ils se comportent comme des machines. Les corps étaient ensuite transportés hors du bâtiment. Selon l'époque, ils étaient enterrés dans des fosses communes ou incinérés. Pour la crémation, des grilles métalliques constituées de rails étaient placées au-dessus de profondes tranchées. Là, les corps étaient empilés en plusieurs couches, entrecoupées de bois de chauffage. On les arrosait de combustible et on y mettait le feu. La fumée et l'odeur des corps brûlés flottaient dans le camp. Bien que la zone fût cachée, les autres prisonniers savaient qu'il s'y passait quelque chose. Le Sonderkommando travaillait sans relâche, de longues journées de travail, sans pause, sans contact avec le monde extérieur. Ils mangeaient et dormaient dans des baraquements voisins, surveillés jour et nuit par des gardes. Le groupe n'était pas figé. De temps à autre, les SS exécutaient tous ses membres et les remplaçaient par de nouveaux prisonniers choisis parmi les nouveaux arrivants. C'était un cycle ininterrompu. Cela éliminait les témoins et brisait les liens affectifs. Personne ne survivait longtemps dans cette unité. La rotation garantissait le silence. Outre le travail avec les corps, ils devaient également nettoyer les cellules, laver les sols et aérer les pièces afin que le groupe suivant ne trouve aucune trace de ce qui s'était passé. Des seaux d'eau, des balais et des chiffons étaient utilisés. Le temps était limité. La moindre erreur était punie. L'objectif était de maintenir le processus ininterrompu. Le Sonderkommando participait également au stockage des objets récupérés. Certains étaient emmenés au baraquement de tri, d'autres directement dans les entrepôts SS. Certains étaient contraints de rédiger des listes ou d'emballer les objets. Tout se faisait sous la menace. Chaque prisonnier savait que sa vie était en jeu. Les officiers SS qui supervisaient ce travail étaient méticuleux. Ils vérifiaient tout, ordonnaient les exécutions et évaluaient les performances du groupe. Aucune erreur n'était permise. Les règles étaient strictes. Les instructions étaient données à voix basse, mais elles étaient absolues. La moindre erreur se soldait par une balle dans la nuque. Les membres du Sonderkommando n'étaient pas autorisés à communiquer avec les autres prisonniers du camp. Leur isolement était total. Ils n'étaient autorisés à quitter le camp 3 que sous escorte. Ils vivaient dans un monde à part, sachant que tôt ou tard ils seraient éliminés. Cette certitude les pesait chaque jour, mais il n'y avait pas de refus possible. Survivre quelques semaines était déjà un exploit. La routine était toujours la même. Entrer dans les chambres après l'exécution, enlèvement des corps, inspection des corps, transfert, crémation ou enterrement, nettoyage, préparation pour le groupe suivant. Il n'y avait aucune pause. Même la nuit, on entendait les ordres, les pas, le moteur tourner. C'était une véritable usine à mort. Malgré la terreur constante, certains membres tentaient de garder la raison. Ils se soutenaient mutuellement, partageaient la nourriture et parlaient à voix basse lorsqu'ils n'étaient pas surveillés. D'autres se renfermaient complètement, agissant par impulsion. Certains pleuraient en silence. Personne n'en sortait indemne. Les dommages étaient profonds et permanents. Certains Sonderkommando conservaient de petits objets comme souvenirs ou preuves, au péril de leur vie. Fragments de lettres, médailles, photographies. Ces objets ne leur étaient d'aucune utilité pour s'échapper ou survivre, mais ils les aidaient à entretenir l'idée qu'ils étaient humains. C'était une forme minimale de résistance personnelle. Les SS ne pouvaient pas tout contrôler. À plusieurs reprises, des membres du groupe tentèrent de se suicider. Ils se pendaient, se jetaient contre la clôture ou incitaient les gardes à les tuer. Ils préféraient mourir vite plutôt que de poursuivre cette routine. Les officiers le savaient et redoublaient de vigilance pour l'en empêcher, non par compassion, mais pour éviter de perturber le fonctionnement du camp. Certains tentèrent aussi des actes de sabotage. Ils endommageaient des outils, ralentissaient le processus, dissimulaient des objets importants. C'étaient des gestes mineurs, mais risqués. S'ils étaient découverts, ils étaient exécutés immédiatement. Il n'y avait ni procès ni avertissement. La discipline au sein du Sonderkommando était plus stricte que dans tout autre secteur du camp. Les prisonniers arrivant à Sobibor ignoraient l'existence de cette unité. Tout était caché. Le tube, les clôtures couvertes et l'isolement constituaient une barrière parfaite. Seul l'intérieur du camp 3 permettait de comprendre ce qui se passait réellement. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus d'issue. Ceux qui y travaillaient en savaient trop, c'est pourquoi ils étaient fréquemment éliminés. L'espérance de vie au sein du Sonderkommando se mesurait en semaines. Certaines duraient quelques jours. Très peu dépassaient un mois. Les SS maintenaient ce rythme pour éviter les complications.
Personne n'avait le temps de réfléchir, de planifier ou de trop parler. La peur était le principal outil de contrôle. Chaque mort renforçait l'obéissance des autres. Malgré tout, plusieurs anciens membres du Sonderkommando ont survécu et ont raconté ce qu'ils ont vu. Leurs témoignages ont été essentiels pour reconstituer le fonctionnement interne de Sobibor. Ils ont raconté l'ensemble du processus, les détails non consignés sur papier, les noms des officiers, les techniques utilisées pour tromper les victimes. Beaucoup l'ont fait par culpabilité. Ils se sentaient responsables même s'ils ne l'étaient pas. D'autres n'ont jamais pu parler. Le poids de ce qu'ils ont vécu était trop lourd. Mais grâce à ceux qui ont parlé, nous avons pu comprendre le fonctionnement du camp de l'intérieur. Sans ces témoignages, tout ne serait resté que des chiffres. L'horreur n'aurait été qu'une statistique. Le Sonderkommando était un élément central du système d'extermination. Sans eux, le processus n'aurait pas fonctionné aussi efficacement. C'étaient des victimes contraintes de collaborer à leur propre destruction. Leur existence révèle à quel point les SS avaient planifié chaque aspect, chaque tâche, chaque mort. Des punitions et des morts injustifiées devant tout le monde. À Sobibor, le système de punition faisait partie du contrôle total exercé par les SS. Tout acte perçu comme une désobéissance, une hésitation ou une faiblesse était puni promptement et cruellement. Les exécutions étaient fréquentes et utilisées comme exemple pour instiller la peur. Peu importe la gravité de l'erreur ou son involontaire, la réponse était toujours extrême. Les prisonniers savaient que tout mouvement mal interprété pouvait entraîner la mort. Quiconque sortait du rang, parlait hors de propos ou regardait un garde de travers pouvait être battu ou abattu sur le champ. Il n'y avait pas de place pour les explications. L'autorité des gardes était totale et ils n'avaient pas besoin de justifier leurs décisions. La violence était immédiate. Fusil, crosse de fusil, fouet ou simple coup à main nue étaient utilisés. Parfois, la victime était exécutée devant les autres afin que chacun puisse constater les conséquences. D'autres fois, on la traînait hors du camp et on ne la revoyait plus jamais. Le message était clair, personne n'était en sécurité. Le système de punition ne suivait aucune règle écrite, il était arbitraire. Certains officiers décidaient de tuer un prisonnier parce qu'il était sale, marchait lentement ou n'obéissait pas immédiatement à un ordre. D'autres le faisaient par plaisir ou par ennui. L'impunité était totale. Il n'y avait aucun mécanisme de défense. La vie de chacun dépendait de l'humeur du gardien de service. Les prisonniers de travail, y compris ceux du Sonderkommando, étaient particulièrement surveillés. Si l'un d'eux tombait à terre, tombait malade ou manifestait une faiblesse, il était éliminé. Un travailleur n'avait pas le droit de devenir un problème. Les SS préféraient le remplacer par un nouveau venu plutôt que de perdre du temps à le soigner. Les exécutions étaient également utilisées pour punir les tentatives d'évasion ou les soupçons de collaboration avec la résistance. Bien que peu de prisonniers parvinssent à s'échapper, une simple rumeur suffisait à déclencher des représailles collectives. Dans certains cas, plusieurs prisonniers furent fusillés pour l'échec d'une seule tentative d'évasion. La punition collective était utilisée comme moyen de dissuasion. Il y avait un lieu de tir désigné près du camp 3. Les victimes y étaient emmenées, parfois en groupe, et contraintes de creuser leur propre tombe avant d'être exécutées. D'autres étaient simplement fusillés à côté des fosses ouvertes, sans sommation. C'était une méthode rapide et efficace. Le Sonderkommando recouvrait ensuite les corps. Certaines exécutions avaient lieu au milieu du camp, devant tout le monde. Les prisonniers recevaient l'ordre de se mettre en rang et d'observer. Le condamné était amené au centre, on lui lisait un faux plaidoyer et on lui tirait une balle dans la tête. Le corps y restait des heures en guise d'avertissement. Puis il était retiré sans cérémonie. Personne n'était autorisé à regarder trop longtemps. La population juive, contrainte de travailler pour les SS, subissait également des châtiments moins sévères, tels que des coups quotidiens, des tâches dégradantes ou la privation de nourriture. La famine était utilisée comme moyen de contrôle. Quiconque demandait des rations supplémentaires ou se plaignait était battu ou envoyé directement au métro. L'obéissance était impérative. Certains officiers avaient leur méthode favorite. L'un d'eux utilisait son bâton pour indiquer qui tuait ce jour-là. Un autre forçait les prisonniers à chanter pendant qu'ils travaillaient. Et si quelqu'un chantait faux, il le battait jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Cette routine devint un enchaînement d'humiliations, de menaces et de violences physiques constantes.
Les nouveaux prisonniers apprirent rapidement que le camp n'offrait pas de seconde chance. En cas d'erreur, ils étaient punis sans explication. Même le silence pouvait être considéré comme une provocation. Les règles étaient en constante évolution. Ce qui était autorisé un jour pouvait coûter la vie le lendemain. Ce climat maintenait chacun dans un état de peur constant. Parfois, les SS organisaient des châtiments collectifs. S'ils trouvaient un mot caché, un outil ou un vêtement égaré, ils rassemblaient des dizaines de prisonniers et les battaient un par un. Ou bien ils les laissaient au soleil sans eau pendant des heures. L'objectif était de briser toute tentative de résistance interne. Aucun signe de dignité n'était toléré. Les enfants étaient également punis. Bien qu'ils ne travaillaient pas, ils servaient de cible d'entraînement ou étaient contraints d'assister aux exécutions. Les femmes étaient traitées sans plus de compassion. Si l'une d'elles résistait à se déshabiller ou à se soumettre à la procédure, elle était battue ou tuée sur le champ. Le genre n'offrait aucune protection. Certaines punitions avaient une composante symbolique. Par exemple, si un prisonnier était surpris en train de prier, il était contraint de répéter sa prière à voix haute jusqu'à s'évanouir ou de détruire un objet sacré. Si quelqu'un pleurait la mort d'un proche, on lui criait dessus jusqu'à ce qu'il s'arrête. L'objectif était d'éliminer toute émotion. Les exécutions n'étaient pas seulement une forme de contrôle, mais aussi un élément du système d'extermination. Chaque mort rappelait le pouvoir absolu des SS. Une culture de la terreur s'est instaurée où la mort pouvait survenir arbitrairement et sans avertissement. La peur maintenait l'ordre. Le silence était de rigueur. Même certains gardes ukrainiens étaient punis s'ils désobéissaient. Quiconque faisait preuve de compassion ou commettait une erreur pouvait être exécuté. Les SS ne faisaient entièrement confiance à personne. Seuls ceux qui faisaient preuve de cruauté de manière constante étaient considérés comme utiles. Les autres étaient sacrifiables. Finalement, la punition devint partie intégrante du quotidien du camp. Pas un jour ne se passait sans coups, menaces ou coups de feu. Cela faisait partie du paysage. Les prisonniers ne savaient pas s'ils survivraient à la fin de la journée. Chaque tâche pouvait être la dernière, et tout le monde le savait. Témoin du mécanisme d'extermination. Dans la plupart des témoignages, on observe une volonté manifeste de détailler précisément les événements, plutôt que de se contenter d'un aperçu général. Ces récits sont donc précieux, tant comme sources historiques que pour leur impact émotionnel, car ils proviennent de personnes ayant vécu le processus à Sobibor, de leur arrivée à leur départ du camp. Certains survivants ont raconté qu'avant leur départ pour Sobibor, leurs familles avaient été confinées dans des ghettos pendant longtemps. Le cas d'Abraham Margulies, qui faisait partie du dernier groupe envoyé du ghetto de Piaski, en est un exemple. Sa femme voyageait également à bord du même train. 2 autres trains de marchandises étaient préparés pour ce jour-là, mais faute de place, ils ne purent accueillir tout le monde. De ce fait, plusieurs personnes furent abandonnées. Selon Margulies, la vie dans le ghetto était très difficile, notamment en raison du manque de nourriture. Le ghetto était rempli d'orphelins vivant au milieu des maisons détruites. Margulies a raconté qu'au moment du départ, la panique était telle qu'il ne se souvenait de rien en détail. Une fois dans le train, tout le monde se serrait les uns contre les autres à cause du froid. Ils étaient si serrés qu'ils ne pouvaient même pas bouger, et les cris étaient incessants. Ils ne savaient pas où on les emmenait, mais ils craignaient déjà le pire. Esther Raab raconte qu'en entrant dans le camp, elles aperçurent un groupe de jeunes femmes épluchant des pommes de terre près d'un long bâtiment. Selon elles semblaient toutes joyeuses et bien habillées. Certaines souriaient même. Sur le moment, elle pensa que l'endroit n'était pas aussi horrible qu'elle l'avait imaginé. Plus tard, elle apprit que ces femmes étaient des prisonnières sélectionnées pour le travail forcé. Leur rôle était d'accueillir les nouveaux déportés, de leur procurer un faux sentiment de calme. Selon Rahab, lorsqu'elle vit sa mère et sa sœur passer en direction du métro, elle ne réalisa pas qu'il s'agissait d'un chemin sans retour. Elle pensait les revoir plus tard. Ce n'est que bien plus tard qu'elle comprit véritablement la signification de cette séparation. Feldhendler, l'un des organisateurs de la rébellion, a également partagé son expérience. Il a raconté comment, à son arrivée, il a été séparé de son père à la gare de Lublin et ne l'a plus jamais revu. Son groupe a été accueilli à Sobibor par des gardes ukrainiens et des officiers allemands. Dès leur descente du train, on leur a crié de tout laisser tomber et de se mettre en ligne. Des chiens aboyaient et des soldats armés.
On a ordonné aux hommes de marcher dans une direction et aux femmes dans une autre. Comme Feldhendler connaissait un peu l'allemand, il a mieux compris ce qui se passait. Il a entendu un des officiers dire que les personnes âgées et les enfants ne survivraient pas longtemps. Cela lui est resté gravé dans la mémoire. La plupart des témoignages s'accordent à dire qu'au début, ils ne savaient pas ce qu'était Sobibor. Certains pensaient qu'ils allaient travailler, d'autres qu'ils seraient emmenés dans un autre ghetto. Personne n'imaginait qu'il s'agissait d'un centre d'extermination. Même en voyant le tube, ils n'en comprenaient pas l'utilité. Les caméras étaient cachées et la façade du camp était propre et rangée. Seules les odeurs, les cris et la tension constante leur faisaient soupçonner que quelque chose de terrible se tramait. Henryk Rozowski mentionna que les gardes allemands et ukrainiens étaient armés de mitraillettes et de pistolets. Ils portaient également des matraques en bois ou en caoutchouc. Ils frappaient sans sommation, que ce soit à la tête, aux bras ou aux jambes. Il expliqua qu'un regard déplacé ou un faux pas suffisait à recevoir une raclée. La cruauté faisait partie du quotidien et nombre de coups étaient mortels. Esther Rahab expliqua que, durant les premiers jours, les prisonniers sélectionnés pour travailler à l'intérieur du camp étaient constamment surveillés. Il leur était interdit de se parler ni de regarder directement les gardes. Si l'un d'eux tombait malade ou ne pouvait pas accomplir sa tâche, il était immédiatement remplacé et conduit au tube. Personne n'avait le droit de se reposer. La pression était constante et la moindre erreur pouvait coûter la vie. Un autre survivant, Thomas Blatt, se souvient que les membres du Sonderkommando étaient isolés au camp 3. Personne du reste du camp ne pouvait communiquer avec eux. Leur tâche n'était connue que par des rumeurs. Certains savaient qu'ils transportaient des corps et brûlèrent des vêtements, mais tous n'en connaissaient pas les détails. Blatt raconte qu'un jour, il entendit un prisonnier dire qu'il avait vu une montagne de cadavres derrière une clôture. Cette image le hanta à jamais. Les prisonniers vivaient dans une peur constante. Ils dormaient dans des baraquements où les couchettes étaient si serrées qu'ils pouvaient à peine bouger. Il n'y avait pas de matelas, seulement des planches dures et un peu de paille. Le froid était insupportable et en été, la chaleur était étouffante. Les conditions étaient si dures que beaucoup mouraient pendant la nuit. Si quelqu'un criait dans son sommeil, il était battu à son réveil. La nourriture était insuffisante. Ils recevaient une soupe légère, du pain et parfois une boisson chaude. Ils ne savaient jamais s'ils auraient une ration le lendemain. Certains essayaient de cacher de la nourriture, mais s'ils étaient découverts, ils étaient punis sans pitié. Ils étaient souvent contraints de manger toute leur ration en quelques secondes, et s'ils ne le faisaient pas, ils perdèrent le reste ou étaient battus. Les femmes étaient traitées avec la même brutalité. Certaines étaient contraintes de travailler à la cuisine, d'autres à la blanchisserie ou au tri des vêtements. Si elles refusaient d'obtempérer, elles étaient exécutées. On a également recensé des cas d'abus sexuels commis par les gardes. Si elles résistaient, elles étaient tuées. Il n'y avait aucune protection pour personne. L'un des moments les plus difficiles pour de nombreux prisonniers a été de voir leurs proches disparaître dans le métro. Certains ont tenté de les serrer dans leurs bras, mais ont été séparés de force. Ils savaient qu'ils ne les reverraient plus jamais. Les cris étaient fréquents. Nombre d'entre eux ont tenté de calmer leurs enfants en leur disant qu'ils se reverraient plus tard. Mais au fond, ils savaient que c'était un mensonge. Les effets personnels furent immédiatement confisqués. Les gardes fouillèrent chaque colis, valise ou sac. Ils prirent montres, bagues, colliers, argent et documents. Rien ne leur fut restitué. Les prisonniers furent dépouillés de tous leurs biens et de toute identité. À partir de ce moment, ils ne comptèrent plus que comme des numéros. L'atmosphère était lourde de mort. On la ressentait dans l'odeur, dans les bruits, dans le regard de ceux qui étaient là depuis plus longtemps. Personne ne parlait à voix haute. On chuchotait, on évitait le contact visuel et on marchait la tête baissée. La tension était constante. Chaque jour pouvait être le dernier et chacun le savait. La révolte, quand les prisonniers décident d'attaquer. Le 14 octobre 1943, une rébellion éclata à Sobibor, perturbant le fonctionnement du camp. Environ 600 détenus y étaient alors internés. Au cours de la journée, un groupe réussit à éliminer discrètement 12 membres du personnel du camp. Peu après, une évasion massive fut organisée. Près de 300 prisonniers furent expulsés avec succès. Une cinquantaine parvint à s'évader définitivement.
Cette action marqua le début de la fermeture de Sobibor. Les préparatifs du soulèvement avaient commencé des semaines plus tôt. Parmi les organisateurs figurait Léon Feldendler, un juif polonais expérimenté dans l'animation communautaire, et Alexandre Pecherski, un prisonnier de guerre soviétique. Pecherski était arrivé à Sobibor en septembre 1943 avec un groupe de soldats capturés. Dès le début, il s'est distingué par sa détermination. Le plan avait été élaboré en secret. Les organisateurs savaient qu'ils ne pourraient vaincre les gardes dans une confrontation ouverte. Ils prévoyaient donc d'éliminer silencieusement les officiers clés, un par un, afin d'affaiblir la structure du camp. Ensuite, ils rassembleraient les prisonniers et se précipiteraient vers la clôture. Il y avait des mines tout autour, mais ils espéraient que, dans la confusion, certains survivraient. Durant les jours précédant l'émeute, les participants se réunissaient en petits groupes pour discuter des détails. Personne n'était censé connaître l'intégralité du plan, seulement sa part. Cela évitait les trahisons si quelqu'un était découvert. Des armes improvisées furent distribuées, couteaux, haches et outils cachés dans les ateliers. Des cachettes furent également préparées à l'intérieur des bâtiments pour des attaques surprises. Le jour choisi commença comme tous les autres. Un appel fut effectué le matin. Certains officiers allemands quittèrent le camp pour faire des courses, ce qui réduisit le nombre de gardes. À 16 heures, le signal fut donné. Le premier officier fut attiré dans l'atelier du tailleur sous prétexte d'un essayage d'uniforme. Une fois à l'intérieur, il fut attaqué et tué à coups de poing à la tête. D'autres suivirent. En peu de temps, ils parvinrent à éliminer plusieurs gardes allemands et ukrainiens. Cependant, toutes les cibles ne purent être atteintes. L'un des officiers remarqua quelque chose d'inhabituel et tira. L'alarme se déclencha. À ce moment, les organisateurs crièrent aux prisonniers de se précipiter vers la porte principale. Certains ne savaient pas quoi faire. D'autres étaient paralysés par la peur. Alors que les détenus s'enfuyaient, les gardes ouvrirent le feu. Nombre d'entre eux périrent près des clôtures ou en marchant sur des mines. Malgré cela, environ 300 réussirent à traverser la forêt. Certains furent poursuivis pendant des jours et tués. D'autres réussirent à se cacher. On estime qu'une 50aine d'entre eux survécurent jusqu'à la fin de la guerre. Après le soulèvement, les Allemands ripostèrent. Ils fouillèrent la zone à la recherche des fugitifs. Ils assassinèrent également ceux qui n'avaient pas réussi à s'échapper. Dans les jours qui suivirent, ils exécutèrent systématiquement les prisonniers repris. Le camp était presque vide. Peu après, les SS commencèrent à le démanteler. La rébellion porta un coup dur à l'opération Reinhard. Elle démontra que, même dans des conditions extrêmes, la résistance était possible. Pour les survivants, elle représentait une opportunité unique. Elle laissa également des traces précieuses sur le fonctionnement du camp. Certains des évadés participèrent plus tard comme témoins au procès d'anciens membres du personnel de Sobibor. Alexandre Pecherski parvint à rejoindre le territoire soviétique. Après la guerre, il raconta son histoire aux autorités. Son récit fut l'une des principales sources d'informations sur les événements de cette journée. Il inspira également des livres et des films. Léon Feldendler, quant à lui, arriva à Lublin. Il fut assassiné en 1945 dans des circonstances obscures. Beaucoup le considèrent comme un héros. Cette rébellion fut l'une des rares à réussir dans les camps d'extermination nazis. Seul Treblinka connut un événement similaire. À Auschwitz, une tentative eut lieu, mais à une échelle plus modeste. Ce qui se passa à Sobibor montra que, même sous une surveillance extrême et au milieu de la terreur, la volonté de résister ne disparut pas. Les témoignages des participants indiquent que la décision de se rebeller fut prise non pas par conviction, mais parce qu'ils ne voulaient pas mourir sans combattre. Ils savaient que leur chance de survie était minime, mais ils préférèrent tenter quelque chose plutôt que d'attendre la mort en silence. L'impact du soulèvement se fit sentir jusqu'à Berlin. Les autorités nazies ordonnèrent la fermeture immédiate du camp. Les bâtiments furent détruits, le terrain nivelé et des arbres plantés pour dissimuler les événements. Dès lors, Sobibor cessa d'exister en tant que centre d'extermination. Leur histoire a été presque effacée, mais grâce à ceux qui ont réussi à s'échapper et à raconter leur histoire, ce qui s'est passé est désormais connu. La fin du chant, pas le secret. Après le soulèvement d'octobre 1943, les responsables du camp décidèrent de fermer Sobibor. Les autorités allemandes craignaient les évasions de prisonniers et la propagation d'informations sur ce qui s'y passait.
L'ordre fut de démanteler rapidement toutes les installations et de rendre le site méconnaissable. La première mesure fut d'éliminer les prisonniers encore en vie. Nombre de ceux qui n'avaient pas réussi à s'échapper pendant le soulèvement furent assassinés dans les jours qui suivirent. Certains furent contraints de participer aux démolitions, mais furent également exécutés par la suite. Aucun témoin ne devait subsister. Les chambres à gaz, les baraquements et les entrepôts furent détruits. Les structures en bois furent démantelées et brûlées. Les vestiges furent soit enterrés, soit enlevés. Les voies ferrées menant au camp furent également retirées. Toute trace du complexe devait disparaître. Pour effacer toute trace de ce qui avait été le champ, des arbres et des arbustes ont été plantés. L'objectif était de donner au terrain l'apparence d'une forêt. Des animaux ont même été introduits pour renforcer l'idée d'un environnement naturel. Personne ne devait soupçonner ce qui s'était passé. Pendant plusieurs semaines, un petit groupe d'ouvriers, sous la surveillance des SS, effectua les travaux de nettoyage. Ils creusèrent de nouvelles tombes, déplaçaient des gravats et nivelaient le sol. Certains de ces prisonniers, amenés d'autres lieux, ignoraient ce qu'était Sobibor. Cependant, ils furent également tués une fois les travaux terminés. La gare voisine fut modifiée, la signalisation fut supprimée et la ligne secondaire menant au camp fut coupée. Cela effaça les preuves de l'appartenance de ce site au réseau de déportation. L'objectif était d'empêcher toute reconstitution ultérieure des événements basés sur l'infrastructure. Les documents relatifs au camp furent détruits ou transférés vers d'autres archives secrètes. Les listes de transport, les rapports internes et les ordres d'opération furent cachés ou supprimés. Néanmoins, certaines copies survécurent et permirent plus tard de reconstituer une partie de l'histoire du site. Après la fermeture, les officiers ayant travaillé à Sobibor furent réaffectés. Certains furent transférés dans d'autres camps. D'autres retournèrent en Allemagne ou participèrent à d'autres phases de l'opération Reinhard. Seuls quelques-uns furent arrêtés à la fin de la guerre. La plupart réussirent à s'échapper sans conséquence. Site de Sobibor resta abandonné pendant un certain temps. Les fouilles archéologiques ne commencèrent que des années plus tard. Grâce aux témoignages des survivants et à la découverte de vestiges enfouis, il fut possible de déterminer l'emplacement exact des chambres à gaz et d'autres structures clés. La fermeture du camp n'a pas mis fin aux efforts d'extermination nazis, mais elle a marqué la fin d'une époque. Dès lors, le régime a concentré ses ressources sur d'autres fronts. L'expérience de Sobibor a servi de modèle pour dissimuler d'autres crimes similaires. Le silence qui l'a entouré pendant des années faisait partie de cette stratégie. Aujourd'hui, le site du camp est un lieu de mémoire. Des monuments ont été érigés, des plaques ont été apposées et des événements commémoratifs sont organisés. Bien que les nazis aient tenté d'effacer toute trace, l'histoire de Sobibor perdure grâce aux témoignages de ceux qui ont survécu et qui ont pu raconter leur histoire. Sobibor ne s'est pas arrêté là. Après la fermeture de Sobibor, les nazis tentèrent d'effacer toute trace de ce qui s'y était passé. Des arbres furent plantés, les rails enlevés, les fosses comblées et des documents détruits. Pendant des années, le camp resta presque totalement silencieux. Seules quelques personnes connaissèrent son existence. Il n'apparaissait même pas sur les cartes officielles. Après la guerre, le site fut largement ignoré. Aucune enquête ni aucun effort ne furent immédiatement entrepris pour reconstituer ce qui s'était passé. Ce n'est qu'avec le temps que certains survivants commencèrent à parler. Grâce à leurs témoignages, la reconstruction de Sobibor commença. Thomas Blatt fut l'un des premiers à raconter son histoire. Après avoir fui pendant la rébellion, il réussit à survivre et raconta plus tard son expérience dans plusieurs pays. Il collabora également à des enquêtes et à des procédures judiciaires. Son récit fut essentiel pour révéler les détails du fonctionnement du camp. Au cours des décennies suivantes, d'autres témoins ont suivi leur exemple. Certains ont pris la parole lors de procès contre d'anciens membres du personnel nazi. D'autres ont participé à des documentaires, des livres ou des conférences. Chaque témoignage a apporté une pièce au puzzle. Petit à petit, l'histoire de Sobibor s'est reconstituée. Dans les années 1970, les premières fouilles archéologiques ont débuté dans la région. Les chercheurs ont découvert des vestiges de bâtiments, des fragments d'effets personnels et des restes humains. Ces découvertes ont confirmé de nombreux témoignages de survivants et ont également permis de localiser précisément les chambres à gaz. Au cours de ce processus, des bagues,
Des pièces de monnaie, des boutons, des clés et d'autres objets ont été récupérés. Chaque objet était une preuve silencieuse de l'existence des personnes qui y étaient repassées. Nombre d'entre eux ont été exposés dans des musées ou utilisés dans des études universitaires. Certains proches de victimes ont pu reconnaître des objets ou confirmer leur sort. Malgré ces avancées, une certaine résistance s'est manifestée. Certains pays ont évité toute enquête plus approfondie. D'autres se sont concentrés sur d'autres camps comme Auschwitz ou Treblinka. Ainsi, Sobibor a longtemps été l'un des sites de la Shoah les moins connus. Au fil du temps, un mémorial a été construit sur le site de l'ancien camp. Des plaques nominatives ont été apposées, des arbres symboliques ont été plantés et des visites guidées ont été organisées. Des projets éducatifs ont également été développés pour faire découvrir l'histoire du site aux nouvelles générations. Plusieurs procès contre d'anciens employés de Sobibor ont eu lieu dans les années 1960. L'un des plus importants fut celui de Karl Frenzel. Il fut reconnu coupable de son implication dans les massacres et condamné à une peine de prison. D'autres accusés furent jugés dans d'autres pays, mais beaucoup n'eurent jamais à répondre de leurs actes devant la justice. Parmi les rares auteurs traduits en justice figuraient d'anciens gardes ukrainiens. Certains ont été condamnés, tandis que d'autres ont été déclarés inaptes à comparaître pour raisons de santé. Néanmoins, les procédures ont permis d'enregistrer les témoignages et de fournir des preuves juridiques des faits. La mémoire de Sobibor a perduré grâce aux efforts des familles, des chercheurs et des enseignants. Des fondations, des archives numériques et des expositions itinérantes ont été créées. Des films inspirés des événements ont également été réalisés comme L'évadé de la bataille de Sobibor, Sobibor, qui a donné une visibilité internationale au soulèvement d'octobre 1943. Ces dernières années, de nouvelles fouilles archéologiques ont été menées grâce à des technologies de pointe. Les fondations des chambres à gaz, des passages secrets et des baraquements détruits ont été découverts. Ces preuves matérielles ont confirmé les témoignages des témoins et ont apporté de nouveaux indices sur la conception et le fonctionnement du camp. Sobibor était un lieu conçu pour que personne n'en ressorte vivant et pour qu'une fois fermé, il n'en reste aucune trace. Les données recueillies au fil du temps révèlent que plus de 170 000 personnes y ont été assassinées en seulement 1 an et demi. Elles venaient de Pologne, des Pays-Bas, de France, d'Allemagne, de Slovaquie et de l'ex-Union soviétique. Leurs noms figuraient sur des listes de transport qui sont restés perdus ou cachés pendant des décennies. Certains documents, comme le télégramme de Höfl, ont confirmé l'ampleur des événements. Malgré les efforts déployés pour éliminer toutes les preuves, les enquêtes ultérieures ont permis de reconstituer les faits. Les témoignages des rares rescapés, les procès des responsables et les fouilles sur le terrain ont permis de comprendre clairement le fonctionnement de cette machine à tuer. Le camp a été démantelé, mais il n'a jamais complètement disparu. Les noms des auteurs, les structures du crime et la résistance des prisonniers font désormais partie de la mémoire collective. Sobibor n'est pas seulement l'histoire d'une destruction, mais aussi celle d'une mémoire retrouvée. Pendant des années, elle a été absente des récits de l'Holocauste. Aujourd'hui, elle rappelle ce qui peut arriver lorsque l'idéologie, la bureaucratie et le silence se conjuguent. L'histoire de Sobibor a été presque entièrement effacée. Cependant, grâce à ceux qui ont survécu, enquêté ou cherché des réponses, elle a été reconstituée. Et si les vestiges du camp ne sont plus visibles, les preuves existent. La question qui a ouvert ce documentaire, comment un tel lieu a-t-il pu rester invisible aussi longtemps, a désormais une réponse. C'était un oubli intentionnel. Mais cet oubli n'est plus possible.